Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les étapes clés d'un projet de reprise d'entreprise. Je suis Maud Flutaz, je suis conseillère en création et en reprise d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie. On est ensemble pour une quarantaine de minutes pour balayer toutes ces étapes clés. Le diaporama qui est projeté est normalement déjà téléchargeable sur la gauche de votre écran et je nous réserverai bien sûr un temps de questions-réponses plutôt à la fin de l'intervention pour ne pas couper le fil et la logique du diaporama. On est donc parti. Et nous allons donc balayer ensemble les étapes d'une reprise d'entreprise au travers du plan suivant. Premier point, le cadrage de votre projet. Et je vais volontairement un petit peu insister sur cette partie qui me semble très importante. Ensuite, on reverra ensemble comment concrètement identifier des cibles à reprendre, comment diagnostiquer une entreprise, comment évaluer et négocier. Je ferai un petit focus à la fin sur la partie plutôt financement, fiscalité. Et enfin, je terminerai par le sujet plutôt agréable, les aides mobilisables. Alors, première étape dans un projet de reprise, cadrer son projet. C'est important pour réapprendre à vous connaître et être plus efficace dans votre recherche tout en étant en capacité de mieux convaincre. Alors, pour cadrer son projet, c'est toujours, dans un premier temps, me semble-t-il, intéressant de vous intéresser aux caractéristiques du marché de la reprise-transmission, parce que ce n'est pas un marché comme les autres. Globalement, l'INSEE recense, je crois, quasiment 3 800 000 entreprises immatriculées en France. Et c'est vrai que régulièrement, vous entendez des chiffres entre 500 et 700 000 entreprises à reprendre parce qu'il y a environ 25% des dirigeants qui sont âgés de plus de 55 ans. Alors, c'est une analyse un peu, on va dire, court-termiste de la situation parce que c'est un chiffre qui, de l'avis de tous, est assez surestimé. Il y a plus de 50% des entreprises françaises aujourd'hui qui n'ont pas de salariés. Et c'est vrai que du coup, la reprise dans ce contexte est souvent plus difficile puisque le dirigeant est l'entreprise. D'après l'Observatoire de BPCE, c'est aussi un chiffre qui peut être jugé sous-estimé. 20 à 30% des dirigeants d'entreprises en France étant âgés de plus de 60 ans, soit sur le papier, on va dire 800 à 1 million d'entreprises disponibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, le déficit de cession en fin d'activité professionnelle, ça accentue quand même pas mal le vieillissement, on va dire déjà significatif, des dirigeants de PME. Sachez qu'en 2016, alors on n'a pas encore de chiffres beaucoup plus récents que ça, mais ça ne saurait tarder, ont été dénombrées en France 51 000 opérations de cession-transmission d'entreprise, et c'est un chiffre qui est en baisse de 30% depuis 30 ans. Alors, le taux de cession, bien évidemment, il varie entre les entreprises de taille intermédiaire ou peut-être les TPE qui ont, on va dire, entre 1 et 5 salariés. Ce qui confirme que la taille de l'entreprise est un des critères les plus discriminants dans la cession d'entreprise en France aujourd'hui, devant l'âge du dirigeant et le secteur d'activité. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que coexistent aujourd'hui deux marchés très différents. On va dire la reprise plutôt de commerce, c'est 90% du marché, et puis les reprises plutôt de PME dans l'industrie, services à l'industrie, qui représentent 10% du marché. Une fois ce constat posé, il faut aussi que vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a un peu un profil type du repreneur, c'est-à-dire plutôt un homme, on va dire d'une quarantaine d'années, plutôt 45 ans en moyenne, issu de grands groupes, plutôt de région parisienne, cursus Bac+5, entrepreneur dans l'âme, avec un apport moyen de 200 000 €, en recherche de cibles, plutôt dans l'industrie manufacturière ou le service à l'industrie, plus de 10 salariés, chiffre d'affaires du coup supérieur à 1 million, avec dans l'idéal une entreprise qui a des produits propres sur un marché de niche et des perspectives de développement à l'international. Ça, c'est un peu le profil type des repreneurs qu'on reçoit quasi quotidiennement, notamment à la CCI 74. Ayez également à l'esprit que notre région attire beaucoup de cadres supérieurs par sa qualité de vie indéniable et puis son dynamisme économique, tout simplement. Or, le souci, c'est qu'il y a quand même encore et toujours une sorte d'inadéquation entre les attentes des candidats repreneurs et, on va dire, le profil des dossiers à remettre concrètement sur le marché, qui reste globalement plutôt des petites cibles, avec des effectifs inférieurs à 20 salariés, si ce n'est inférieurs à 10, sur des chiffres d'affaires qui sont plutôt inférieurs aux millions d'euros, on va dire entre 500 et 800 000 €, et sur des métiers plutôt traditionnels,
le BTP, le second œuvre, le transport, l'industrie mécanique de la vallée de l'Arbre, et puis toujours le commerce de détail et le tourisme, hein, qui sont une part importante de l'économie d'un territoire. Dans cette étape, un peu de cadrage de votre projet, ce qui est aussi important, c'est de vous acculturer à qui fait quoi sur la place et à identifier du coup les acteurs locaux. Qui peut vous aider dans la mise en relation avec des cédants, qui peut vous aider dans le montage de votre business plan, qui peut plutôt vous aider dans le financement du projet. Ça, c'est vraiment l'une des missions de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous expliquer le qui fait quoi et vous mettre en rapport avec les bonnes personnes. Une fois les caractéristiques de ce marché un peu atypique maîtrisées, vous allez pouvoir passer à l'étape purement de bilan personnel. Comme je vous disais tout à l'heure, pour réapprendre à vous connaître et être plus efficace dans vos recherches et mieux convaincre. Alors, c'est vrai qu'il y a certains repreneurs qui sont toujours parfois perplexes sur la nécessité de présenter leur profil, leur projet, leurs moyens financiers avant d'avoir reçu des informations sur une cible. Mais gardez bien à l'esprit que la mise en place d'une approche structurée comme celle-là, ça commence vraiment par cette présentation. C'est une étape qui est indispensable pour définir les contours de votre recherche et c'est un gage de bon démarrage des négociations parce que le cédant, s'il vous connaît, il se sentira plus à l'aise, un climat de confiance et de transparence devrait s'installer et ça devrait du coup favoriser les échanges. Et puis, on va dire, ce travail de présentation, ça crédibilisera aussi très clairement votre démarche et ça optimisera votre temps de recherche tant sur la sélection des cibles que sur la rapidité des retours lors du positionnement sur les dossiers. Parce que je vous rappelle qu'il y a 70% des dossiers où les cibles ont plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires qui sont intermédiaires. Donc, vous aurez à convaincre. Et une autre particularité importante que je n'ai pas évoquée dans les caractéristiques du marché, c'est que structurellement, dans le marché de la reprise-transmission, on a toujours eu plus de repreneurs que de cédants. Donc, il faut que vous sortiez du lot et il faut que voilà, vous ayez une présentation qui fasse mouche. Alors, un bilan personnel, c'est quoi? C'est déjà peut-être un bilan de compétences. Hein. Quels sont vos points forts, vos points faibles compte tenu du projet? C'est connaître ou réapprendre à connaître le métier de l'entreprise. C'est appréhender et adopter le quotidien du cédant. Et puis, dans cette étape de bilan personnel, réfléchissez aussi peut-être à une possible complémentarité de compétences à trouver avec d'autres associés ou les salariés actuels de l'entreprise dans la répartition, par exemple, des responsabilités et des fonctions. Et puis, dans cette étape préalable à la reprise, prenez le temps aussi d'envisager éventuellement des formations, si c'est nécessaire. La CCI propose notamment un stage 5 jours pour reprendre. Le CRA, le Club des cédants repreneurs d'affaires, propose une formation d'une quinzaine de jours. La plateforme d'annonce de session FUSAC également propose des webinaires. Donc, profitez de tous ces outils-là pour monter en compétences et puis mettez en cohérence vos compétences, vos moyens et vos envies pour que cette envie de reprendre, ça devienne une véritable conviction. Gardez toujours à l'esprit les qualités principales d'un repreneur, c'est la patience, clairement, la persévérance et puis la capacité d'adaptation. Dans cette partie bilan personnel, il vous faudra aussi estimer le montant de votre apport personnel, c'est-à-dire l'enveloppe dont vous disposez pour concrétiser ce projet et le ratio classique attendu par les banques. En général, on n'est pas loin de celui de la création, on est sur une fourchette large entre 20 à 50% d'apport. Ça va dépendre des dossiers, ça va dépendre de l'adéquation du projet. En tous les cas, sur cette étape-là préalable vraiment à l'étude de dossier, dites-vous qu'avant d'aller au marché, il vaut mieux savoir ce qu'on va y chercher. Parce que sinon, on gaspille son temps, on gaspille son énergie et on gaspille parfois même son argent. Soit le panier, il reste vide, soit il est trop plein. D'accord? Donc, c'est important vraiment d'anticiper et de vous préparer. Ou alors, dans cette étape de bilan personnel, mettez-vous dans la peau d'un créateur d'entreprise et mettez-vous en mode effectuation. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire avec ce dont je dispose déjà? J'ai forcément déjà des compétences, j'ai forcément déjà acquis une certaine expérience professionnelle. Et avec ça, dans quel secteur d'activité je serai peut-être crédible et voilà, ça peut être un début de démarche pour vous aider à cibler vos recherches. Une fois que ce bilan personnel est établi, vous vous attaquez, on va dire, au nerf de la guerre, c'est-à-dire l'identification de cibles. Alors, clairement, c'est, à mon sens, l'étape qui peut être la plus chronophage. Mais si une fois encore, vous agissez avec méthode, normalement, vous optimisez les chances d'avoir accès à des dossiers. Alors, différents canaux de recherche, bien sûr, s'offrent à vous. Avant de s'y intéresser, essayez, comme je vous disais, d'agir avec méthode.
Premier conseil, essayez de vous concentrer volontairement sur 2 voire 3 secteurs d'activité à la fois. On a encore trop souvent aujourd'hui des porteurs de projets de reprise qui nous disent « Voilà, moi j'ai exercé dans des postes plutôt à haute responsabilité, j'ai déjà géré des business units, je sais manager, je sais tenir des tableaux de bord de gestion, je sais établir une stratégie commerciale. » Certes, ça, il n'y a personne qui le remet en cause. Simplement, vous ne pouvez pas nous faire croire à nous, intermédiaires, que vous allez étudier avec un même niveau d'intérêt la reprise d'un salon de coiffure, la reprise d'une entreprise de décolletage où il y a 4 personnes et la reprise d'une société de service à la personne, par exemple. Il y a forcément, de par votre personnalité, de par votre parcours, de par vos particularités, 1 ou 2 secteurs d'activité prioritaires. Et c'est vraiment sur cela, en début de démarche, qu'il faut, à mon sens, capitaliser. Les reconversions, elles sont toujours possibles. On peut, par exemple, se lancer dans un métier passion. Mais à ce moment-là, prenez le temps de, on va dire, refaire une étude de marché, de vous documenter, de vous former, d'étudier le fonctionnement de ce marché pour convaincre. D'accord ? Voilà. Une fois que ça s'est intégré, les canaux de recherche qui s'offrent à vous. Le premier, je l'ai volontairement mis en premier, c'est votre réseau personnel, votre réseau familial, votre réseau social, votre réseau professionnel, si c'est possible de le faire. Activez-le en priorité. Faites savoir au plus grand nombre autour de vous que vous êtes repreneur. Toutes les statistiques tentent à prouver qu'il y a quasiment 2 reprises sur 3 qui sont opérées grâce au réseau. D'accord ? Et je prends souvent l'exemple, s'il y a des gens aujourd'hui qui viennent le webinaire et que j'ai déjà eu la chance de rencontrer en rendez-vous individuel, je prends toujours le même exemple, mais je trouve que c'est le plus marquant, d'un client que j'ai accompagné il y a quelques années qui voulait reprendre dans les travaux d'installation électrique et qui a eu vent de l'entreprise à reprendre par l'intermédiaire de l'assistante maternelle de ses enfants. Et c'est vraiment quelqu'un qui s'amuse à expliquer que jamais il n'aurait pu penser que l'assistante maternelle de ses enfants puisse, d'une manière ou d'une autre, l'aider à activer son projet de reprise d'entreprise. Mais simplement, en quelques mots, il a été capable de lui dire ce qu'il recherchait, où, quand, comment. Et elle, évidemment, avait dans son réseau son cousin qui était cédant d'une entreprise qui correspondait quasiment à tous les critères de recherche de mon client. Et ça a matché et ça a été solutionné en 8 mois. Voilà. Donc, c'est important vraiment de garder ça en tête. Une fois ce réseau mobilisé, vous avez les bourses d'opportunités sur Internet. Donc, on va dire un vecteur très facile à exploiter, souvent gratuit, au moins sur la première lecture de l'annonce, et qui non seulement vous permet d'accéder à des annonces de session et de voir un petit peu ce qui transite sur le marché à l'instant T, mais qui la plupart du temps aussi vous permet de diffuser votre profil de repreneur et de vous créer un compte de repreneur. Donc ça, n'hésitez pas à le faire, parce que ça prend quelques minutes, et j'ai coutume de dire que ça peut vite rapporter gros. Soit vous pouvez être approché en direct par des intermédiaires, soit parfois, vous pouvez tout à fait aussi être approché en direct par des cédants qui mènent leur recherche de repreneurs de manière autonome. Les principales plateformes aujourd'hui, je vais vous citer bien sûr transentreprise.com, qui est la plateforme du réseau des CCI et des CMA de France, sur lequel vous trouverez des annonces, tous secteurs d'activité confondus, toute taille d'entreprise confondue, et sur lequel, comme je viens de l'évoquer, vous pouvez gratuitement vous créer votre profil de repreneur. Je vais citer également fusac.com, qui est un petit peu la plateforme de référence sur, on va dire, des dossiers plutôt teintés industrie, service à l'industrie, gros négoce. Je peux vous citer également transmission-entreprise, Le Bon Coin, hein, pourquoi pas, pour les affaires plutôt de fonds de commerce ou plutôt les affaires agissant dans le secteur de la petite restauration. Voilà, ces sites, ils sont là. J'ai envie de dire, vous auriez tort de ne pas les exploiter, surtout en début de démarche en termes d'acculturation, comme j'évoquais tout à l'heure, ça peut être vite, je trouve, intéressant. Et puis, ils vous permettent de consulter voilà, des annonces librement et de renseigner votre profil de reprise. Donc, j'ai envie de dire, allez-y. Je ne suis pas de ceux qui estiment que quand une annonce de cession est en ligne, ça veut dire que le cédant a épuisé tous les autres recours possibles pour vendre son entreprise et que ça fait 5 ans qu'il essaye de vendre et qu'il n'a aucun candidat. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Quand nous avions des prestations d'accompagnement individuel de cédants à la chambre, moi, si les clients ne s'y opposaient pas, systématiquement, je mettais en ligne une annonce sur notre base Transentreprise parce que voilà, tout de suite, ça donne une visibilité importante au projet et ça permet d'attirer des candidats qu'autrement, nous n'aurions pas pu attirer. Autre canal intéressant, ce qu'on appelle les cabinets privés. Donc vraiment, des structures qui sont spécialisées
dans la mise en relation entre un public de cédants et un public de repreneurs. Très clairement, en local, ils sont peu nombreux. Certains d'entre eux agissent plutôt sur certains secteurs d'activité que d'autres, donc ils ont, on va dire, une forme de spécialisation. Donc, voilà, ça vous permet aussi rapidement de savoir si c'est adapté à votre projet ou non. Et puis, bah, là encore, comme on les connaît bien, parce qu'ils sont notamment peu nombreux, mais aussi parce qu'ils sont là depuis un certain temps, si ce n'est un temps certain, n'hésitez pas là encore à nous appeler pour nous dire, voilà, pour nous exposer les grandes lignes de votre projet, et nous saurons vous dire lesquelles nous semblent les plus appropriées de rencontrer. Les chambres consulaires, bien sûr, CCI, CMA et le CRA, le Club des repreneurs et cédants d'affaires, sont des structures également qui peuvent faciliter la mise en relation cédants-repreneurs, donc n'hésitez pas à nous mobiliser. On a pour objectif de favoriser les mises en relation. Je vous l'évoquais tout à l'heure, la CCI a une formation spécifiquement dédiée à la reprise qui s'appelle 5 jours pour reprendre, qui va vous aider à boucler votre business plan. Le CRA propose lui une formation de 15 jours en général dispensée sur Lyon, où vous reprenez vraiment toutes les étapes point par point d'un business plan. Donc, c'est à vous j'ai envie de dire, de choisir ce qui vous convient le mieux. L'essentiel étant, si vous voulez optimiser votre temps de recherche, que de mettre plusieurs fers au feu et que la majorité des acteurs, j'ai envie de dire, soient au courant de votre projet de reprise. Pensez également, si c'est opportun, selon vos critères de recherche, à mobiliser tout ce qui peut être fédération et syndicats professionnels, puisque certains d'entre eux, notamment dans les métiers du bâtiment ou dans les métiers de l'industrie et de la métallurgie, sont structurés de telle manière que, voilà, ils ont une sorte de fichier de cédants et ils peuvent facilement aussi diffuser votre profil de repreneur. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner en la matière. Et puis, le dernier canal à ne pas négliger non plus, c'est ce que j'appelle le canal des conseils. J'entends par là les experts comptables, les avocats, les banquiers, qui sont des experts que vous allez devoir inévitablement mobiliser dans le cadre de la reprise. Donc, une des stratégies peut consister à dire « je me constitue d'ores et déjà mon réseau de conseils à qui je présente mon projet de reprise ». Et du coup, si dans leur portefeuille de clients actuels, ça peut matcher avec un cédant, je serai potentiellement le premier sur la liste. Nous sommes, en tant que CCI, partenaires de l'Ordre des avocats, de l'Ordre des experts comptables, de la Chambre des notaires et également de certains établissements bancaires. Donc, si vous ne disposez pas encore de contacts dans ces métiers-là, n'hésitez pas à nous le signaler pour qu'on puisse favoriser la rencontre. Le petit bémol que je mettrais à ce que je viens de vous dire, c'est que ces professionnels-là sont susceptibles de proposer des mises en relation, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt de la mise en relation par opportunité et ce n'est pas leur cœur de métier. Ce sont en général des professionnels qui sont déjà très occupés. Donc voilà, il ne faut pas miser votre recherche là-dessus, c'est ce que je veux dire. Et il faut être d'autant plus, on va dire, percutant et différenciant dans votre présentation pour que votre CV, entre guillemets, reste sur le dessus de la pile. Dernier canal de recherche que je souhaitais évoquer avec vous, c'est une méthode effectivement assez tendance et qui peut s'avérer efficace si elle est bien menée, c'est ce qu'on appelle le proactif ou alors l'approche directe. Cela consiste en fait, sur la base de vos critères de recherche, à obtenir une liste qualifiée d'entreprises que vous allez approcher en direct, dans l'idée de créer vous-même l'opportunité de reprise. Par exemple, vous demandez la liste de toutes les entreprises qui agissent dans le secteur de la mécatronique, qui ont plus de 10 salariés, dont le dirigeant a plus de 55 ans et qui sont exclusivement sur la vallée de l'Arve. Et bien, sur la base de ces critères, le service fichier de la Chambre de commerce et d'industrie ou des logiciels type Diane auxquels vous pouvez avoir accès en adhérant au CRA, par exemple, peuvent vous sortir ce listing qualifié d'entreprise. Charge à vous d'en extraire la substantifique moelle et d'approcher celle qui vous semble le plus séduisante au regard de vos critères. Cette méthode, elle n'a d'intérêt que si vos critères de ciblage sont suffisamment fins. Vous imaginez bien que demander la liste exhaustive de tous les commerces de chaussures de Haute-Savoie, ce ne sera pas forcément très pertinent. Donc, une fois que vous avez cette liste qualifiée d'entreprises, vous pouvez établir votre top 5 ou votre top 10 et vous présenter comme repreneur aux entreprises concernées. Alors, c'est une démarche qu'entre guillemets, on se sent de mener ou non, hein, parce qu'il faut quand même, je pense, avoir, entre guillemets, le courage de la mener.
Ça nécessite quand même d'être bien préparé en amont parce que vous allez avoir un premier contact finalement spontané avec un dirigeant d'entreprise, potentiel cédant. Vous devez donc avoir un discours qui soit synthétique, mais qui soit percutant et qui soit argumenté. Le gros avantage, si ça marche et que le dirigeant vous ouvre ses portes, c'est que vraisemblablement, vous êtes premier sur le dossier qui, de surcroît, répond à vos attentes. Vous instaurez normalement, si le feeling passe, un climat de confiance et de transparence avec le dirigeant. Vous avez donc moins de concurrence directe face à vous. L'inconvénient majeur restant, à mon sens, premièrement, la complexité du premier contact, parce que ce n'est pas évident d'approcher un dirigeant d'entreprise en disant « Bonjour, je suis repreneur ». Voilà, il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait des portes qui se ferment. Et de deux, vous pouvez tomber face à des cédants qui ont envisagé la session d'entreprise en se rasant le matin, mais qui ne l'ont pas encore concrètement préparé. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas spécifiquement ce qu'ils vont vendre, ils ne savent absolument pas combien ils peuvent le vendre, et ils n'ont pas non plus anticipé la fiscalité qui sera applicable à l'opération. Donc, de ce fait, on va dire que les négociations et globalement l'opération de reprise peuvent être plus longs que dans un cas d'approche classique. C'est toutefois une démarche qui s'est nettement démocratisée ces dernières années et qui, effectivement, s'avère quand même très efficace quand elle est bien préparée. Vous avez donc préparé les contours de recherche, vous avez mis plusieurs fers au feu et activé plusieurs canaux de recherche, vous avez trouvé un premier dossier à étudier. L'étape suivante, c'est le diagnostic de l'entreprise. Alors ça, c'est une étape qui est vraiment importante parce que c'est cette démarche qui va vous aider à construire ensuite votre argumentaire dans la phase de négociation et qui va déterminer également le type de reprise envisagée. Alors, le diagnostic de l'entreprise, ça va vous permettre vraiment de comprendre l'entreprise, de comprendre son histoire, de comprendre son environnement de marché, qui sont ses concurrents et on va dire quelles sont les contraintes tant internes qu'externes qui la caractérisent. Et cette connaissance-là, elle est vraiment indispensable pour que vous puissiez, vous, mesurer les atouts de l'entreprise, les chances de reprise et déterminer également des leviers de développement. Parce que la majorité d'entre vous, vous avez envie de reprendre une structure parce que, bien sûr, ça présente l'avantage de tout de suite avoir un business qui tourne avec du chiffre d'affaires, des clients, des fournisseurs, voilà, un environnement de travail, des équipes de salariés, mais aussi, surtout, vous, en tant qu'entrepreneur, et c'est bien légitime et c'est attendu, hein, vous avez envie d'un nouveau challenge. Donc, vous avez besoin d'une entreprise un petit peu à dynamiser avec des perspectives de développement. Et puis, ce diagnostic, il est aussi très important parce que c'est vraiment l'étape préalable à tout travail d'évaluation de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on diagnostique quand on a un dossier à l'étude? C'est assez classique, tout ce qui va concerner vraiment l'activité en elle-même et son marché. Donc, voilà, sur quel secteur d'activité est positionnée la cible, quels sont ses produits et services, qui sont ses clients, qui sont ses concurrents, qui sont ses fournisseurs et quelles sont, selon moi, à un instant T, les perspectives de développement. Deuxième chapitre extrêmement important, l'organisation interne. Donc là, c'est plutôt l'historique de l'entreprise et puis, on va dire, l'étude des ressources humaines. Qui sont les salariés actuels? Est-ce qu'il y a des membres de la famille du cédant dans l'entreprise? Si oui, qui fait quoi? Est-ce que le cédant, par exemple, est encore très actif dans l'entreprise? Si oui, sur quel, on va dire, chapitre de l'activité? L'organisation interne, c'est bien sûr diagnostiquer la qualité de l'outil de travail. Est-ce qu'il y a des investissements à prévoir? Est-ce qu'au contraire, voilà, l'outil de travail actuel est tout à fait moderne, performant et adapté? Et puis, c'est aussi de commencer à vous intéresser à tout l'environnement contractuel de l'entreprise. Et puis, troisième chapitre qui, en général, vous est le plus familier, c'est un petit peu le diagnostic financier de la cible. Et sur les 3 derniers exercices, c'est l'analyse des bilans, la structure bilancielle, l'évolution du chiffre, les principales charges, les soldes intermédiaires de gestion, et puis, on va dire, la capacité d'endettement, la capacité de remboursement. Les 2 choses les plus importantes qui n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise, c'est sa réputation et ses hommes. C'est une citation d'Henry Ford que j'aime beaucoup et que je vous invite à retenir. Et puis, petit conseil, vous rappelez que l'entreprise idéale n'existe pas. Voilà, c'est une étape, ce diagnostic, qui doit vous permettre d'apprendre à connaître l'entreprise, qui devrait normalement déboucher sur des négociations plutôt, on va dire, positives, parce que vous aurez déjà une bonne connaissance de la cible à ce moment-là. Mais je vous rappelle qu'au final,
le cédant, bien que vendeur, il reste un chef d'entreprise en exercice et à ce titre, il ne dispose pas d'un temps infini à vous consacrer. Donc, c'est à vous de préparer chacune des rencontres avec le dirigeant. Et on va dire que ce diagnostic, il va vous aider à cadencer vos rencontres avec lui. En disant, bah voilà, premier rendez-vous, on va plutôt parler de ça, deuxième rendez-vous, plutôt ça, troisième rendez-vous, plutôt ça. Et c'est extrêmement important pour que vous respectiez un certain calendrier de reprise. Et puis, rappelez-vous qu'il y a beaucoup de négociations qui ont échoué à la suite de questions qui parfois ont été mal formulées ou alors qui ont été perçues par le cédant comme peut-être futiles ou inquisitoriales. Et ça laisse vraiment une impression indélébile. Donc, à un moment, sur la base des informations dont vous disposerez, il faudra vous lancer. De toute façon, il y a une part de risque qui est inhérente à tout projet d'entreprise, qu'il s'agisse de création ou de reprise. Donc, voilà, il y a un moment, c'est soit vous décidez d'y aller, soit au contraire, vous décidez de ne pas y aller. Je vous signale que nous avons gratuitement téléchargeable en ligne sur notre site internet une notice qui s'appelle le diagnostic de reprise, qui peut vous aider justement à comprendre les questions importantes à poser à un dirigeant et à justement, comme je vous disais tout à l'heure, cadencer vos prochaines rencontres. Une fois qu'on a diagnostiqué l'entreprise et qu'on a confirmé son intérêt pour la reprise, on passe à l'étape normalement d'évaluation et de négociation. Alors, sur la partie évaluation, que vous dire? À part que trop souvent, l'évaluation, elle est menée en amont du diagnostic de l'entreprise, alors qu'elle doit intervenir après. Et deuxième point important, l'évaluation, elle doit aboutir à la détermination d'une fourchette de valeur et pas d'un prix. Dites-vous bien que le prix final, ça va relever de la négociation entre vous et le vendeur. Et vous et le vendeur, vous êtes soumis à des motivations personnelles qui sont très souvent opposées. Et bien évidemment, la valeur d'une entreprise, ce n'est pas la même pour le cédant et pour le repreneur. Le cédant, en général, il se base, on va dire, sur une valeur liée au patrimoine de son entreprise et donc au passé, valeur patrimoniale à laquelle il ajoute généralement celle d'un fonds de commerce. Alors que vous, en qualité de repreneur, vous allez essayer d'évaluer les capacités de développement de l'entreprise, la capacité à générer des bénéfices qui seront nécessaires au remboursement de l'emprunt que vous avez contracté. Donc, c'est à vous et aux vendeurs de trouver le meilleur compromis possible. Évidemment, il n'existe aucune valeur, aucune méthode d'évaluation type, chaque entreprise ayant ses propres particularités. Ce que je peux vous conseiller, c'est simplement, quelle que soit la méthode d'évaluation utilisée, c'est de prendre en compte des réalités économiques et de faire apparaître des valeurs à la fois raisonnables et réalistes qui vous assurent, on va dire, une possibilité de négociation importante. Voilà, faut qu'au final, vous ayez un sentiment gagnant-gagnant des deux côtés, quoi. Sur la partie valorisation, il y a plusieurs méthodes qui existent. La méthode de l'actif net corrigé, qui est plutôt une valeur patrimoniale, et qui du coup aura plutôt la faveur du cédant. En général, elle reflète le poids du passé. Vous vous intéressez plus à l'avenir et vous allez privilégier plutôt des valeurs, on va dire, de rendement pour vous permettre de voir si le prix que vous payez sera justifié par la capacité de l'entreprise à générer des résultats. Vous avez parfois des méthodes de valorisation par le chiffre d'affaires grâce à des barèmes qui sont édités par l'administration fiscale. Donc, en fait, vous appliquez au chiffre d'affaires de l'entreprise un pourcentage. Voilà, donc ça, c'est une méthode qui, j'ai envie de vous dire, peut vous permettre de vous positionner en début de démarche, mais qui, on va dire, économiquement parlant, n'a pas beaucoup de sens, puisque le chiffre d'affaires n'est pas un indicateur de rentabilité. Donc, une entreprise qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais qui fait 0 depuis 15 ans en résultat net, finalement, ça a peu d'intérêt. Mais c'est vrai que dans certains secteurs d'activité, la valorisation par le chiffre d'affaires reste encore, on va dire, un indicateur un peu de référence, donc vous devrez l'intégrer dans votre réflexion. Et puis, moi, j'ai envie de dire qu'il faut que vous ayez dès le départ en tête la méthode de valorisation du banquier, qui est plutôt une méthode liée à la capacité d'autofinancement de la cible. Et gardez à l'esprit qu'en général, un banquier, il n'aime pas qu'un repreneur consacre plus de 80% de la CAF au remboursement de l'emprunt dans le cadre d'un emprunt sur 7 ans. Vous obtenez un résultat, vous y ajoutez vos apports et éventuellement la trésorerie disponible. Pour moi, ça constitue déjà une base de prix de cession. Simplement, en général, ça fait apparaître des valeurs qui sont plutôt basses. Donc, voilà, gardez à l'esprit que ce n'est peut-être pas l'offre première à formuler à un dirigeant. Je vous conseille de toute façon, dans cette étape de valorisation, de toujours vous adresser à un expert comptable pour avoir une aide et un conseil sur cette partie-là. Et puis ensuite, quand vous entrez en négociation, vous allez concrètement poser
les jalons de l'opération de reprise. Donc souvent, vous commencez par ce qu'on appelle une lettre d'intention, qui est une lettre dans laquelle vous confirmez officiellement votre intérêt pour une entreprise. Alors juridiquement, cette lettre d'intention, on va dire, elle ne crée pas d'obligation à conclure le contrat. Hein. Elle est plutôt perçue par vous qui l'émettez comme un engagement moral. Normalement, ça met le cédant en confiance. Il devrait être du coup plus à même de vous fournir davantage d'informations. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle a intérêt, cette lettre d'intention, à être relativement détaillée. Comme ça, elle pose les jalons de la négociation qui va suivre et ça vous fait gagner du temps à tous les deux, aux deux parties. Et du coup, ça devrait normalement mettre le cédant dans une meilleure confiance et il devrait être plus enclin à vous divulguer des informations sensibles. Le protocole d'accord, en général, il comprend l'identité, bien sûr, du vendeur et de l'acquéreur, la description juridique de l'entreprise, l'engagement de vendre et d'acheter au prix convenu, et puis tout un tas de conditions suspensives à réaliser avant la vente, qui peuvent être des conditions suspensives de réalisation d'audit, si vous reprenez des titres de société, et puis la plus connue, c'est l'obtention du financement par le repreneur. Parfois, il y a une clause suspensive de réalisation de certains faits, par exemple l'atteinte d'un niveau de chiffre d'affaires ou la signature d'un contrat en suspens ou peut-être le renouvellement d'un autre contrat, par exemple le contrat de franchise, etc. Bien sûr, le protocole d'accord comprend le prix de cession, les clauses de réalisation de l'opération en termes de calendrier et d'organisation, et puis l'accompagnement du cédant, qui est important aussi à négocier et à discuter avec le dirigeant, savoir s'il est ouvert ou non à l'accompagnement et quels seraient les champs les plus opportuns à traiter avec lui dans cet accompagnement, la durée, l'éventuelle rémunération de ses services. Tout ça, j'ai envie de dire, si c'est écrit, c'est plus, voilà, ça n'est plus sujet à discorde plus tard. Et puis, il y a parfois d'autres clauses, des clauses de non-concurrence, des clauses de modalité de gestion d'entreprise entre la signature du protocole et celle de l'acte de vente définitif. Il y a parfois des clauses de garantie données au cédant en cas de défaillance du repreneur. Voilà. Là encore, évidemment, il est indispensable de se faire accompagner par un professionnel du droit. Et je vous rappelle une fois encore que nous sommes partenaires de l'Ordre des avocats, donc on peut vous donner les noms de personnes compétentes si vous n'en disposez pas encore dans votre réseau. Petit focus sur la partie financement et fiscalité. Notion générale, quel que soit le type de reprise que vous envisagez, ça nécessite de mobiliser des fonds personnels, hein, donc d'avoir un apport personnel, donc ce qu'on appelle des fonds propres dans le jargon. Ces fonds propres étant la majorité du temps votre épargne personnelle, voire ce qu'on appelle de la love money, c'est-à-dire des dons d'argent de votre entourage. Le ratio capitaux propres, capitaux totaux, j'ai envie de dire, il n'y a pas de ratio type, hein, que l'on pourrait associer à toutes les reprises d'entreprise. Encore une fois, chaque entreprise, chaque repreneur est différent, mais généralement, le ratio de fonds propres, il doit être compris entre 20 et 50% du montant de l'opération de reprise. Si dans votre prévisionnel, vous partez sur 30% d'apport, c'est déjà tout à fait cohérent. Par contre, parfois, la demande des financeurs sera plus limitée, d'autres fois plus grande. Ça dépend vraiment du projet, ça dépend de votre profil, ça dépend de la conjoncture à l'instant T. Il y a tout un tas de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte. Le financement par emprunt, bien sûr, hein, ça c'est le plus classique. Le financement en complément des fonds propres par un emprunt bancaire auprès d'un ou plusieurs partenaires financiers. Et puis, deux autres sources de financement que je voulais vous citer, c'est la notion de crédit vendeur, c'est-à-dire le financement par le vendeur lui-même. Hein. Du coup, c'est une méthode qui consiste à financer le rachat de tout ou partie d'entreprise par le paiement d'échéance, non pas au banquier, mais directement au vendeur. Donc, vous venez d'un acte sous seing privé ensemble. C'est vrai que c'est une méthode qui est plutôt rassurante pour vous et qui est souvent souhaitée par le repreneur, et qui malheureusement est rarement accepté par le vendeur parce que ça le met en position de faiblesse et il n'aura que très peu de garanties à mobiliser si pour X raison vous ne pouvez finalement pas le rembourser. Donc souvent, les conseils du cédant ne privilégient pas cette option. J'ai envie de dire que ça reste un sujet à aborder si vous êtes dans une configuration où il y a un très bon climat de confiance avec le dirigeant, si peut-être, je ne sais pas, vous êtes salarié actuel de l'entreprise à reprendre, ou si vous êtes un membre de la famille du cédant, ou si vous êtes quelqu'un de son réseau.
ça peut être un point à évoquer qui peut permettre de boucler un financement global du projet. Et puis l'earn-out, c'est la clause de complément de prix, dont vous avez peut-être entendu parler, qui consiste à dire, ben voilà, à un instant T, monsieur le cédant, sur la base de mon analyse du marché de votre entreprise, sur la base de mon diagnostic et sur la base de mon prévisionnel financier, entre guillemets, j'accepte de vous payer X milliers d'euros pour reprendre votre entreprise. Et si jamais votre structure atteint tel niveau de chiffre d'affaires ou tel niveau de résultat dans un délai de 1, 2 ou 3 ans, j'accepte de vous verser un complément de prix. Voilà. Donc ça, c'est on va dire, une organisation juridique qui existe, qui là encore est assez complexe à monter parce qu'il faut se mettre d'accord sur les méthodes de valorisation à un instant T, sur les indicateurs qui vont être arrêtés et sur le qui fait quoi et quand. Donc là encore, bien sûr, il faut être accompagné d'avocats, mais c'est un dispositif intéressant quand, voilà, à un instant T, peut-être une entreprise n'a pas, on va dire, la possibilité d'être valorisée à un certain niveau de prix parce que peut-être qu'elle affiche des bilans légèrement dégradés sur les derniers exercices, mais on sait qu'à court terme, c'est une entreprise qui va retrouver un niveau d'activité plus soutenu, voire qui a devant elle de très belles perspectives de développement. On peut imaginer que ce montage soit discuté entre les parties. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie financement. Sur la partie plutôt fiscalité, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais au-delà du prix de cession que vous allez devoir payer, il y aura une fiscalité applicable à vous, repreneurs, fiscalité qui va différer selon que vous repreniez des titres de société ou un fonds de commerce. Donc, si vous reprenez des titres de SARL, la fiscalité applicable sera de 3% du prix de cession au-delà de 23 000 euros. Et si vous reprenez des actions de SAS ou de SASU, ce sera 0,1% du prix de cession. Si vous reprenez un fonds de commerce, au sens juridique du terme, hein, c'est-à-dire si vous reprenez que l'actif d'une entreprise, la fiscalité sera de 3% sur la fraction du prix comprise entre 23 000 et 200 000 euros et 5% au-delà. Au niveau des aides mobilisables, en tant que porteur de projet, que vous soyez d'ailleurs créateur ou repreneur, vous pouvez bénéficier éventuellement de l'ACRE, donc l'aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, qui est une exonération de vos cotisations sociales en tant que dirigeant la première année d'activité et selon, bien sûr, vos revenus. Donc ça, c'est une aide qui est maintenant ouverte à tous les porteurs de projets, quelle que soit leur situation sociale au moment de la reprise. Vous n'avez pas de demande à formuler ou de documents à remplir auprès de qui que ce soit. C'est une exonération qui est automatique et qui peut, si vous reprenez des titres de société, faire éventuellement l'objet d'un contrôle de l'URSSAF a posteriori pour vérifier notamment que vous êtes bien gérant d'entreprise et que vous détenez les pouvoirs dans la structure. Autre aide intéressante, si au moment de la reprise, vous transitez par la case Pôle emploi et que vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, vous pouvez utiliser tout ou partie de vos allocations chômage pour concrétiser la reprise d'entreprise. Donc, soit vous avez besoin de capital et Pôle emploi vous dit on vous verse 45% des allocations qui vous restent dues au moment où vous reprenez, 45% qui vous seront versés en 2 fois, 50% à la reprise et 50% 6 mois plus tard. Donc ça, c'est vraiment de l'aide en capital qu'on vous accorde et qu'on ne vous redemandera pas. Soit vous êtes dans la situation de vous dire, mon prévisionnel est peut-être un petit peu juste, et pour soulager la rentabilité de la structure, je vais peut-être sur la première, voire les 2 premières années post-reprise, ne pas me tirer de rémunération au titre de l'activité nouvelle, mais demander à Pôle emploi de continuer à me verser mon allocation chômage. Donc ça, c'est possible. Il faut simplement que vous rencontriez votre conseiller Pôle emploi, que vous preniez la calculette et que vous voyez avec lui ce qui est le plus avantageux et à combien concrètement peuvent s'élever ces aides. Les prêts d'honneur, dont vous avez très certainement entendu parler, principalement dispensés par les réseaux Initiative et Entreprendre sur la place. Donc, prêts d'honneur, ce sont des prêts personnels à taux zéro qui vous sont consentis sans garantie ni caution, remboursables sur des durées de 3 à 5 ans, avec parfois des possibilités différées de remboursement. Prêts d'honneur qui s'échelonnent sur des montants qui vont de 1 000 à 100 000 euros selon les projets et selon les réseaux, et qui ont pour objectif de faire effet de levier sur le prêt bancaire complémentaire. Voilà. C'est un peu des réseaux qui vont valider une première fois la faisabilité globale de votre projet pour que quand vous allez voir le banquier, ça lui donne encore plus confiance et qu'il soit plus enclin à vous octroyer le prêt complémentaire. Donc le réseau Initiative, le réseau Entreprendre, voire parfois le réseau France Active
Ce sont des réseaux qu'on connaît très bien, donc n'hésitez pas à nous demander comment chacun d'entre eux travaille et des noms de conseillers vers lesquels vous orientez. Et puis, un dernier interlocuteur que je voulais citer ce matin au niveau des aides qui peut être intéressant de mobiliser quand on est porteur de projet de reprise d'entreprise, c'est BPI France. Parce que BPI France a un prêt spécifiquement dédié à la reprise d'entreprise qui s'appelle alors le prêt de transmission ou anciennement le contrat de développement de transmission, qui est un prêt sans garantie ni caution, qui lui aussi vient en complément d'un prêt bancaire et qui peut permettre de financer voilà, des opérations à partir du moment où il y a un montage holding qui est imaginé et qui est, on va dire, porté par une personne physique, soit pour des entreprises qui sont en phase de croissance externe. Et puis la garantie de transmission, comme son nom l'indique, c'est BPI France qui joue son rôle, on va dire, de contre-garantie du prêt et de réduction au maximum de votre caution personnelle et qui propose une garantie spécifiquement dédiée aux opérations de transmission reprise. Voilà. N'hésitez pas en complément à visiter le site les-aides.fr qui est le site d'information des CCI sur les aides aux entreprises pour, voilà, ne serait-ce que voir ce qu'il est mobilisable dans votre cas à un instant T. Et là encore, si vous avez besoin qu'on décortique avec vous les dispositifs et qu'on refasse un point personnalisé sur ce à quoi vous avez droit, n'hésitez pas à nous contacter. On en arrive au terme de l'intervention. Je vais prendre quelques questions parce qu'on est un petit peu juste dans le temps. Alors, je vais prendre la question de Lucie, effectivement, sur une thématique que je n'ai pas abordée, qui est plutôt liée au montage juridique. Lucie me demande quelle différence y a-t-il entre une reprise de fonds de commerce et une reprise de titre de société. Alors, très simplement, la notion juridique de fonds de commerce, ça fait référence à l'actif d'une entreprise. Donc, si vous reprenez un fonds de commerce, vous reprenez l'actif d'une entreprise, c'est-à-dire son enseigne, sa clientèle, son bail commercial, les contrats de travail en cours, sa notoriété, son matériel, tout ce qui est, on va dire, tangible. Si vous reprenez des titres de société, vous reprenez l'actif, ce que je viens de citer, mais également le passif, c'est-à-dire les dettes de l'entreprise. D'où l'importance pour vous de vous couvrir sur les actes de gestion passés et ça fera l'objet, si vous reprenez des titres de société, d'une garantie d'actifs passifs qui en fait est un acte qui est annexé au protocole d'accord et qui va faire en sorte que si il y a un problème qui survient post-reprise mais dont la cause incombe au cédant, ce soit bien le cédant qui soit tenu pour responsable et que ce soit bien le cédant qui dédommage le créancier et pas vous directement. Donc là encore, ça renforce dans tous les cas la nécessité de faire appel à des conseils experts pour définir ce qui serait le plus adapté à l'activité et peut-être le mieux finançable comme montage juridique. Mais j'ai quand même envie de vous dire qu'en tant que repreneur, vous n'avez pas forcément de poids sur ce sujet du montage juridique dans la négociation parce qu'en général, c'est le cédant qui décide plutôt s'il vend son fonds ou ses titres, la plupart du temps dans une optique fiscale. Gaëlle me demande comment monter un business plan de reprise. Gaëlle, je répondrai que pour moi, un business plan de reprise, il y a 3 parties principales. La première, c'est vous, porteur de projet. Qui êtes-vous? Quelles sont vos compétences, vos expériences, vos objectifs, vos motivations dans le cadre de cette reprise d'entreprise? Deuxième partie, c'est le constat de l'existant, c'est-à-dire vraiment une présentation exhaustive de l'entreprise, son historique, ses produits et services, son outil de travail, donc son local, éventuellement ses machines, son matériel, ses équipes en termes de ressources humaines, et puis ses principaux résultats comptables sur les 3 derniers exercices, les perspectives de développement, et puis la troisième partie, j'ai envie de dire, c'est le prévisionnel financier, hein, le vôtre. Voilà. Donc, un business plan de reprise, c'est peut-être théoriquement moins difficile à monter qu'un business plan de création où quelque part on part de la feuille blanche. Là, c'est dire qui vous êtes et nous convaincre que vous êtes la bonne personne pour reprendre cette structure, nous expliquer l'histoire de l'entreprise de reprise, nous expliquer là où vous voulez l'emmener et poser des chiffres. Capucine me demande quel est le timing moyen d'une reprise. Alors là, clairement, c'est très aléatoire en fait, Capucine, c'est vraiment selon les cas. La plus grosse inconnue, ça reste toujours le temps que vous allez mettre à identifier un dossier qui vous donne envie d'être étudié, quoi. Mais il
dans le métier, on a coutume de dire en général qu'en moyenne, on se situe sur des projets qui se concrétisent entre 6 et 24 mois. Parce que pareil, selon que vous reprenez un fonds de commerce ou des titres de société, le fonds de commerce, en termes d'actes à rédiger, ça va quand même plus vite que des titres de société. Ça va dépendre aussi si vous reprenez du personnel ou pas. Enfin, voilà. Mais une fourchette large entre 6 et 24 mois me semble plutôt cohérent. Et puis, je vais peut-être en prendre une dernière. Oui, toujours en lien avec le montage juridique que je n'ai pas pu évoquer en 30 minutes, mais qui est important. Émilie me demande qu'est-ce qu'une holding? Alors, une holding, c'est une société qui a été spécialement créée pour reprendre les titres d'une société cible. Donc, déjà, si vous êtes sur un fonds de commerce, on ne parle pas de holding, ça n'existe pas. C'est que si vous reprenez des titres de société. Donc, en fait, la holding, c'est une nouvelle entreprise, une nouvelle société que vous allez créer, et c'est elle qui va s'endetter, qui va contracter l'emprunt d'entreprise et qui devra rembourser cet emprunt par un jeu de remontée de dividendes. Donc, c'est un montage juridique qui est assez... Alors, c'est pas complexe à mettre en place, mais voilà, ça nécessite quand même plusieurs démarches et plusieurs formalités. C'est un montage qui peut rapidement être coûteux, donc on a coutume de dire que ça ne devient entre guillemets intéressant qu'à partir du moment où le prix de cession, on va dire, dépasse allez, 150 000 euros, si ce n'est 200. Parce que, comme je vous le disais, c'est un montage qui est coûteux à la création, et c'est aussi un montage qui est coûteux au quotidien, avec un formalisme important. Et puis, il faut surtout, pour que ce montage fonctionne, que la société cible soit d'ores et déjà suffisamment rentable pour justement remonter des dividendes et rembourser l'emprunt. En fait, le montage holding, c'est une opération qu'on appelle opération à effet de levier, parce que sur le plan juridique, sur le plan fiscal et sur le plan financier, ça a un intérêt. Voilà. Sur le plan fiscal, les dividendes qui sont remontés de la fille à la mère, ils sont exonérés d'impôt sur les sociétés, par exemple, à partir du moment où la mère détient plus de 5% du capital. Et la plupart du temps, la mère, elle détient 100% du capital. Et puis le levier financier, c'est que les intérêts d'emprunt, ils sont déductibles. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je peux malheureusement pas forcément entrer plus dans le détail au vu du temps qu'il nous reste, mais c'est typiquement des sujets sur lesquels on peut continuer à échanger dans le cadre de nos accompagnements que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Voilà, on en a terminé pour les étapes clés d'un projet de reprise. J'imagine qu'il y a encore forcément des tas de questions à poser. Donc, si c'est le cas, dans un premier temps, n'hésitez pas à flasher le QR code qui s'affiche à l'écran pour être recontacté par quelqu'un de notre espace entreprise. Si vous préférez déjà prendre de l'information de manière autonome, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Dans la rubrique création, vous avez le détail de toutes nos prestations d'accompagnement également à la reprise. Et puis, si vous préférez avoir un contact direct avec une chargée de clientèle, vous pouvez appeler notre espace entreprise aux coordonnées indiquées et aux horaires indiqués sur l'écran. Voilà, cette fois, c'est véritablement terminé. Je conclurai juste en vous rappelant que la CCI est présente sur les réseaux sociaux. Donc, si cette intervention vous a plu ou si vous avez des remarques ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à vous mobiliser sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite par avance une excellente continuation et écoutez, n'hésitez pas à faire appel à nos services pour avancer au mieux dans votre projet de reprise. À très bientôt. Au revoir.